Comment structurer une stratégie RSE dans un groupe international? C'est donc le thème de notre débat avec Lucas Robin-Chevalier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des affaires publiques de Boralex, groupe franco-canadien spécialisé dans les énergies renouvelables. Et j'accueille également Hugues Carlier. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, directeur général des enjeux et des hommes de cabinet de conseil en stratégie, accompagnement du management. Et vous avez justement accompagné Boralex dans une démarche RSE il y a quelques mois. Peut-être qu'il faut présenter ce groupe international, intercontinental. Vous êtes présent sur le continent européen et américain, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est une force, d'une certaine manière, d'être présent des deux côtés de l'Atlantique. Boralex est un producteur d'énergie renouvelable à partir d'éolien, de solaire, d'hydroélectricité, de biomasse. Notre but, c'est de fournir de l'électricité qui soit renouvelable, durable, résiliente, économique. Donc nous sommes présents sur plusieurs territoires et je pense que c'est quelque chose qui est important à l'heure de la transition énergétique. Alors, qui pilote la stratégie RSE? C'est une vision globale, internationale, ou alors elle se pilote par silo, pays par pays ou continent par continent? Je pense que quelque chose qui est assez important quand on est un producteur d'énergie renouvelable, c'est de se dire qu'on est dans le temps long. Et quand on est dans le temps long, on a forcément des gens qui vont travailler sur le terrain et mettre en œuvre d'une certaine manière la RSE. Mais également, il ne faut pas oublier que c'est une approche top-down qui marchera pour vraiment enclencher tout ça. Et ça doit venir des dirigeants, d'une certaine manière. Et c'est la force de nos dirigeants, c'est qu'ils ont compris très tôt que c'est par une culture d'entreprise qui fait de la RSE sans s'en rendre compte qu'ils arriveront à se projeter dans les Donc ils ont donné l'impulsion. Absolument. Absolument, dès l'origine, donc une culture d'entreprise assez forte, basée sur le dialogue, la co-construction, à l'intérieur de l'entreprise, entre pays, mais également sur les territoires et auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Hugues Carlier, on va s'appuyer sur l'exemple de Boralex, mais on peut évidemment aussi élargir, généraliser. Quelles sont les contraintes pour une entreprise qui est présente comme ça sur plusieurs continents et qui veut bâtir une stratégie RSE cohérente? Oui, alors effectivement, l'exemple de Boralex est intéressant, même s'il y a 2 continents finalement, mais il y a des entreprises qui sont installées sur 4 voire 5 continents. Bien sûr. Donc là, on a des disparités régionales en termes d'appréhension des enjeux qu'il faut aller chercher. Et pour aller les chercher, autant il faut évidemment du top-down au départ, c'est-à-dire qu'il y ait une impulsion pour qu'il y ait une structure et une démarche RSE valable et pertinente dans l'entreprise. Autant là, il faut vraiment penser local, c'est-à-dire qu'il faut, je pense à un exemple du pneu en France, voilà, qui en a fait 7 pays représentatifs de ces marchés, et on est allé dans ces pays pour former des équipes locales à aller faire une écoute des parties prenantes, pour aller recueillir vraiment de la matière très précise et très spécifique. Mais c'est une obligation parce que les lois sont différentes, ou c'est une volonté parce que les cultures sont différentes? Les deux sont pas antinomiques d'ailleurs. Les deux, évidemment, c'est les deux. On a eu cette problématique sur Boralex avec des lois françaises qui n'existent pas au Québec et inversement, mais Lucas y reviendra sûrement. Mais là, effectivement, on a aussi un problème culturel, c'est-à-dire que la responsabilité sociétale au Cameroun, c'est pas la responsabilité sociétale au Japon ou en Chine ou en Inde. Donc il faut aller chercher ce côté culturel, ce côté local. Ça se traduit même parfois par des choses assez amusantes. C'est-à-dire que dans un pays d'Asie où, pour construire la démarche RSE, on demande de prioriser des enjeux. Et donc, on a demandé aux salariés de prioriser les enjeux. Et dans un pays d'Asie, sans faire de caricature, ils étaient très gênés en disant « on ne peut pas. C'est pas à nous de prioriser, c'est au chef ». Et donc, il a fallu s'adapter culturellement pour que les salariés aient le droit de s'exprimer sur une priorisation d'enjeux. Donc, c'est important de penser global et vraiment d'agir très localement pour aller chercher et faire confiance aux équipes locales qui savent comment ensuite porter les sujets. Alors, on va rentrer effectivement dans le détail, par exemple sur l'aspect législatif. Hugues le disait à l'instant, il y a des différences législatives. Alors on peut dire Québec, France, on pourrait dire États-Unis aussi, France ou Royaume-Uni. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur ce plan-là? Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'il est important d'abord d'ancrer sa stratégie RSE dans un système de gouvernance
qui va être représentatif des fonctions, représentatif des pays, représentatif des spécificités culturelles et représentatif des législations. Clairement, quand vous êtes soumis à plusieurs législations, vous n'allez pas mettre l'emphase sur certaines actions alors que vous le mettrez dans d'autres pays. Pour être plus précis, on va prioriser donc nos actions en fonction de 2 éléments, en fonction d'enjeux qui vont être plutôt universels, et on va se soumettre aux règles des pays, par exemple sur l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources, mais on va également mettre l'emphase sur des éléments qui vont être spécifiques à chaque pays, tout en répondant à un enjeu qui va être, lui, universel. Par exemple, en 2021, Boralex souhaite faire plus pour la diversité et l'égalité des chances. Ça ne va pas se traduire de la même manière au Québec. On va vouloir, par exemple, mettre plus d'efforts sur la visibilité des minorités ethniques, qui est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire en France. Et en France, on va vouloir faire quelque chose plutôt sur l'inclusion des personnes handicapées. Parce que ça répond à la fois à des enjeux locaux et à des législations locales. Vous ne pouvez pas le faire en France parce qu'il n'y a pas de quota ethnique Absolument. en France, alors que ça existe, au Québec et aux États-Unis. Mais est-ce que ça veut dire que ça, on est dans les comportements, le produit? Je vais prendre une éolienne, ça va être la même éolienne partout? Ou alors il va falloir éventuellement la faire évoluer en fonction de la législation et du pays? Alors oui, on est dans un marché global, évidemment avec un système de pensée global, mais des spécificités locales en fonction des réglementations, en fonction des volontés aussi des gouvernants, des citoyens locaux. Par exemple, dans des cahiers des charges pour des projets éoliens, on va pouvoir retrouver des clauses d'insertion locale, clauses de travail local, et donc évidemment on va aller le faire, mais ça peut aussi nous donner des idées pour le faire dans d'autres pays. En gros, on élève le niveau par le haut d'une certaine manière en étant sur plusieurs régions. Ça c'est intéressant parce que Carlier, c'est l'un des leviers. Vous appelez ça le pays pilote, c'est ça? C'est un pays qui va servir d'exemple aux autres? C'est ça. Et c'est une fois de plus aller sur place, faire venir, je pense au déploiement de la stratégie d'Orange en Afrique, faire venir tous les correspondants des pays d'Afrique d'Orange dans un seul des pays, parce qu'il y a une similarité régionale, et puis monter la stratégie dans un des pays avec l'ensemble des correspondants pour qu'eux ensuite repartent dans leur pays en disant « Ok, j'ai compris comment ça se faisait » et du coup mettre en place leur propre stratégie, mais ils ont vu le pilote, quoi, le c'est prototype. plus facile de convaincre ses partenaires, ses salariés, quand on peut dire regardez, ça marche à tel endroit. Exactement, puisqu'on l'a monté une première fois. Et je prends cet exemple-là parce qu'il y a aussi cette logique de formation en cascade, c'est le terme que vous employez. En détail, ça signifie quoi? Ça signifie, et c'est assez extraordinaire, que finalement, je le cite parce que c'est il y a quelques années maintenant, Pernod Ricard, 24 000 salariés, 5 continents, et bien finalement une équipe de 6 personnes, 3 personnes côté client, 3 personnes côté des enjeux et des hommes, on a, en 9 mois de travail, porté la stratégie via la formation de 120 CSR leaders, équipés de mallettes pédagogiques, etc., qui ont formé 4000 managers, qui leur ont donné une mallette d'animation de réunion, etc., qui eux-mêmes ont formé et animé, sensibilisé les 20 000 salariés sur le sujet. Donc, en 9 mois, vous portez, grâce à l'interne, effectivement, et vous déployez sur 25 000 personnes sur 5 continents. Ça, c'est une stratégie que vous mettez absolument, en œuvre aussi. Absolument. On a besoin d'ambassadeurs. On a besoin de former ces personnes. Des ambassadeurs vont après aller sur plusieurs pays, vont être un vecteur de collaboration entre pays. Et cette collaboration va être un vecteur de changement qui va lui-même attirer de nouveaux ambassadeurs, soit en externe pour notre recrutement, soit même en interne, puisqu'on a des aspirations internes qui ont été cristallisées et qui là se déploient dès lors qu'ils voient que l'entreprise veut faire plus que son cœur de métier, à savoir par exemple nous, la production d'énergie. Mais ça peut être aussi des freins à lever même en interne, parce qu'il y a encore
beaucoup de gens qui disent mais la RSE, ça coûte de l'argent, ça nous fait perdre du temps, ça ne doit pas être prioritaire. Est-ce que ça existe encore ça? Alors, de moins en moins peut-être. De moins en moins, mais ce qui peut coûter aujourd'hui, en fait, est un gain à long terme, puisque c'est un vecteur de durabilité de notre modèle d'affaires, en fait. Donc nous, on investit, par exemple, dans les gens, dans les communautés, dans nos salariés, afin d'assurer que nos projets sur le terrain se passeront bien dans 10, 20 ans, 30 ans. Alors justement, puisque vous employez vous parlez du temps, il y a des différences de maturité d'un pays à l'autre face aux enjeux de la RSE? Alors, on voit que l'Europe, d'une certaine manière, est assez en avance avec la production de référentiels. Il y a tout ce qu'on appelle la taxonomie européenne qui va aussi venir bouleverser dans les années à venir les investissements qui vont être considérés comme durables, pas durables. Donc, d'une certaine manière, on voit cette avance. Néanmoins, sur certains enjeux particuliers, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la diversité, égalité des chances, on voit que des pays n'ont pas eu besoin en fait, de mettre en avant la RSE pour être très bons dans un enjeu. Et donc, chacun peut s'inspirer de l'autre. Merci beaucoup. Exactement. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, l'agriculture innovante au menu.